Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver un dimanche encore, une heure de débat et d'analyse auquel vous pouvez participer depuis les réseaux sociaux. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque ou alors sur Facebook. Au sommaire, ce dimanche, les Paradise Papers secouent le monde feutré des paradis fiscaux, des centaines de milliards de dollars évanouis dans la nature. Pourquoi les États tolèrent-ils ces pratiques illégales ou immorales? Les paradis fiscaux sont-ils une fatalité? Ces enquêtes du consortium international des journalistes d'investigation font-elles bouger les lignes? Que se passe-t-il en Arabie Saoudite? Le prince héritier Mohammed Ben Salman fait le ménage à l'interne et à l'international. Yémen, Iran, Syrie, Liban, le royaume est de toutes les tensions. Est-il en train de déstabiliser la région? Modernité affichée au pays du wahhabisme, un coup d'arrestation et de méga-projets qui est MBS de son surnom, le nouvel homme fort du pays. Combattre les stéréotypes sexistes en remaniant l'orthographe, c'est l'objectif de l'écriture inclusive. Alors, pour ou contre son emploi, l'Académie française va jusqu'à parler d'un péril mortel. Pourquoi l'écriture inclusive déchaîne-t-elle les passions en France, alors qu'en Belgique ou au Québec, son usage est beaucoup plus répandu? Son adoption fera-t-elle avancer la cause des femmes? Et puis, nous reviendrons également dans cette édition de Kiosque sur le prix Reporters sans frontières TV5 Monde pour la liberté de la presse et sur l'élection inattendue de Valérie Plante, la première femme à la mairie de Montréal. Et pour décrypter, analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Jean Stern, rédacteur en chef de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International, ancien reporter notamment en Amérique centrale. Vous avez travaillé 10 ans au quotidien français Libération. Vous êtes chroniqueur radio sur France Inter. Hamda Moussafavi, rédactrice en chef à l'hebdomadaire français Courrier International, où vous travaillez depuis 10 ans, spécialiste du Proche-Orient et notamment de l'Iran. Et puis Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Pendant 25 ans, grand reporter notamment au Proche-Orient pour de nombreuses publications. Vous êtes un visage bien connu des téléspectateurs de TV5 Monde, fidèle à 64 minutes, le monde en français. Merci à vous trois d'être ici en plateau. Pour cette première partie, nous accueillons également depuis Montréal Frédéric Zalac. Bonjour et merci d'être avec vous. C'est le dimanche matin pour vous, donc on apprécie. Vous êtes journaliste à l'émission Enquête de la télévision Radio-Canada, membre du consortium international des journalistes d'investigation. Et vous avez participé avec des confrères d'une centaine de médias à travers le monde pendant un an aux Paradise Papers. On vous explique tout. Ces documents proviennent de 21 sources différentes. En tête, 2 cabinets d'avocats spécialistes des placements offshore, Appleby, basé aux Bermudes, et Asia City Trust, situé à Singapour. Le reste des données est issu des registres de 19 autres paradis fiscaux. Parmi les noms divulgués, des groupes comme Facebook, Apple et Nike, mais aussi des hommes d'affaires et des dirigeants politiques, et même indirectement la reine d'Angleterre. Même si de nombreuses pratiques d'évasion fiscale restent légales, les Paradise Papers dévoilent beaucoup de détails sur des flux financiers pour le moins opaques. Le réseau d'investigation a annoncé de prochaines révélations. Alors, pour résumer, c'est tout un système complexe orchestré par les multinationales et les très grandes fortunes pour échapper aux impôts. Apparaissent les noms de quelques 120 politiciens et dirigeants mondiaux. Frédéric Zalac, vous avez pris part à cette enquête depuis le Canada. Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine ? Alors, ce qui est assez différent, parce qu'il y a quand même eu l'affût des Panama Papers l'année dernière, et c'était surtout sur des individus qui cachaient leur fortune, alors que cette fuite-ci couvre plus large. On a, comme on le mentionnait dans l'extrait, des grandes multinationales, donc l'évitement fiscal des grandes multinationales y apparaît, ce qu'on ne voyait pas dans la fuite précédente. Et il y a énormément de Canadiens, ce qu'on n'avait pas non plus dans les Panama Papers. Et ça nous a étonnés aussi. On a vu toutes sortes de noms, des gens assez importants ici au Canada. Alors, cette fuite-là en rajoute en fait sur les Panama Papers. Alors, on va y revenir au cas particulier du Canada dans un instant, mais ce qui surprend aussi, c'est que les faits qui sont décrits ne sont pas forcément illégaux. Alors ça, c'est un élément sur lequel j'aimerais bien discuter parce qu'on nous dit souvent, bon, mais si c'est légal, il est où le problème? Pourquoi vous faites tout un tapage avec des pratiques qui sont légales? D'abord, en ayant passé à travers les données, et évidemment, on ne peut pas passer à travers 13,5 millions de documents entièrement, il faut faire des choix. Et les dossiers qu'on a regardés plus particulièrement nous ont montré que souvent, ce qui a l'air d'être légal avec quelques papiers, dans les faits, il y a des tours de passe-passe qui peuvent
selon les experts, très bien être illégaux. Alors, il y a les apparences, mais il y a la réalité et les intentions aussi qu'on peut découvrir grâce à une fuite comme celle-là. Pour ce qui est de ce qui est vraiment légal, eh bien, il faut se poser la question pourquoi c'est légal. Et il y a des gens qui ont légalisé ça, c'est-à-dire les gouvernements en question. Je pense ici encore au gouvernement canadien où ça a été le cas, où il y a certaines pratiques qui prennent cours avec l'aval des gouvernements. Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas en termes de société. Je pense que ça amène cette question-là sur la place publique parce que ce sont des revenus qui n'apparaissent pas dans les coffres de l'État à ce moment-là. Frédéric, évidemment, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Je vais vous poser cette question. Illégal, immoral, c'est là qu'est tout l'enjeu aussi, Hamdam? Oui, l'enjeu est là, mais c'est vrai qu'après, la question de la légalité est presque secondaire dans ces questions, puisque c'est tout un système, c'est presque... Tout est fondé sur une sorte de redistribution des richesses des États grâce à l'impôt. Et à partir du moment où plusieurs grandes entreprises ou même des gens se soustraient à cet impôt, tout le système est faussé d'une certaine manière. Au moment où on demande de plus en plus d'austérité dans les pays, par exemple, je sais pas, au Royaume-Uni, voilà, il y a beaucoup de difficultés économiques avec le Brexit qui arrive. Et là, on découvre que la reine investit sa fortune personnelle dans des entreprises très douteuses. Ça pose forcément des questions. Jean ? Oui, moi, ce que je crois, il y a deux choses. D'abord, c'est que le système, il faut bien distinguer le système et l'usage du système. Le système, l'optimisation fiscale, il y a de très nombreux cabinets à New York, à Paris, à Londres et dans toutes les grandes capitales européennes dont la spécialité est l'optimisation fiscale. J'ai moi-même publié un livre en 2012 sur l'économie de la presse et j'avais titré un chapitre, le hold-up des holdings, où j'expliquais tout ça. Donc, c'est pas des choses nouvelles. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est le côté extrêmement massif de ce phénomène, le nombre d'entreprises et de très grandes entreprises qui ont recours et qui effectivement échappent totalement à l'impôt dans les pays dans lesquels ils ont des activités. Et puis, ça donne une idée, si on passe du micro, si j'ose dire, au macro, aujourd'hui, vous avez 62 ménages dans le monde qui ont autant de richesses que la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire 3,7 milliards d'individus. Et ce grand déséquilibre-là, il produit aussi ça, c'est-à-dire qu'il produit d'une certaine manière des affaires d'ancien régime où les gens essaient de tous les moyens d'échapper à l'impôt. Slimane Dambo, déjà sur cette problématique. Alors, les paradis fiscaux, mais en anglais, c'est les refuges fiscaux, sont aussi vieux que le capitalisme moderne. Ils ont commencé à se développer dès le XVIe siècle. Et l'Angleterre a joué un rôle moteur. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des paradis fiscaux. En Europe, par exemple, les îles anglo-normandes, qui sont à quelques lieues du territoire français. Prenons par exemple l'île de Man, qui est entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. L'île de Man, c'est un rocher qui a un statut absolument unique. Il n'appartient pas à l'Union européenne, il n'appartient même pas au Royaume-Uni, ils dépendent directement de la couronne britannique. Et c'est un rocher où il y a 80 000 habitants et 30 000 entreprises qui se réduisent à un bureau, à une secrétaire et un ordinateur. Donc, c'est aussi vieux. Alors, on a évalué, juste rapidement, on a évalué la somme de ces mises à l'abri frauduleuses actuellement à 350 milliards, mais les experts évaluent à 12 000 milliards la somme qui est répandue dans des paradis fiscaux, pour la plupart légaux. Oui, l'ampleur est absolument phénoménale. On va s'intéresser maintenant au Canada avec vous, Frédéric, toujours. On va écouter d'abord le philosophe canadien Alain Deneau, auteur de nombreux ouvrages sur les paradis fiscaux. Il s'exprime ici sur le rôle ambigu du Canada. Le Canada a trouvé une façon très efficace pour lui de faire la lutte à la fraude fiscale. Il la légalise. Les Canadiens ont été des maîtres d'œuvre dans la transformation de la Caraïbe britannique en paradis fiscaux. Nous avons contribué à une transformation de l'économie mondiale, mettant en concurrence les États les uns contre les autres pour se disputer un capital devenu souverain. Et à partir de ce moment-là, le Canada lui-même s'est mis à ressembler de plus en plus à un paradis fiscal au point de s'y confondre complètement. Alors, Frédéric, question qu'on se pose, c'est est-ce que le Canada est assimilable en effet à un paradis fiscal ? Ce qu'on peut dire, c'est que le Canada a certains attributs d'un paradis fiscal. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau du taux d'imposition qu'on retrouve habituellement dans les paradis fiscaux de 2,5 ou de 0 %. Mais au niveau de la transparence, et ça, c'est un élément que j'avais découvert dans la fuite des Panama Papers, où, à ma grande surprise d'ailleurs, on voyait ce cabinet au Panama, Mossack Fonseca, qui faisait affaire avec un cabinet montréalais pour ouvrir des sociétés au Canada
pour ses clients à l'international. Et on se posait la question pourquoi. C'est que le Canada est utilisé comme une belle façade dans des structures qui vont comprendre habituellement des sociétés offshore, mais on se retrouve finalement avec le Canada en bout de ligne ou dans cette structure-là qui fait en sorte que ça a l'air d'être respectable et tout ça. Et dans les documents internes qu'on pouvait voir de Mossack Fonseca, des Panama Papers l'année dernière, on expliquait comment ça fonctionnerait, c'est-à-dire que les gens pourraient y incorporer une société ici au Canada, ne pas déclarer de revenus, même si c'était faux, et on dit que ça serait frauduleusement qu'on déclarerait ça, que ça serait risqué et que Mossack Fonseca allait quand même offrir ce service à ses clients. Alors, ça vous montre comment le Canada a été utilisé à ce moment-là. Également, intéressant de voir que dans la nouvelle fuite, on parle du Canada aussi, le cabinet Appleby, d'où provient une grande partie des documents de cette nouvelle fuite-là, a pensé à un certain moment donné d'ouvrir un nouveau bureau. C'était entre l'île de Man, 2 autres juridictions dans les paradis fiscaux et la ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Et pourquoi? Parce que, bon, il y a une main-d'œuvre, ça coûte moins cher aussi qu'aux Bermudes de pouvoir avoir de la main-d'œuvre parce que les Bermudes, c'est tout petit, alors ils ont un problème avec leur industrie en ce moment. Et un des problèmes, une des craintes, en fait, qu'avait Appleby d'ouvrir un bureau à Halifax, c'est qu'il soit soumis à des fouilles de la part des autorités policières. Alors, ils ont, dans leur plan, on pouvait voir dans les documents internes, élaboré toute une possibilité d'avoir un bureau sans papier avec des serveurs à l'étranger pour contourner d'éventuelles saisies de documents. Mais Slimane, on voit que c'est complexe. Oui, mais c'est complexe, mais en même temps, c'est presque banal parce que beaucoup d'États ou de provinces, pour récupérer de l'argent étranger en mal de refuge fiscal, aménagent sur leur propre territoire des zones de droit d'exception et donc d'exemption d'impôts. Par exemple, vous avez l'État de Delaware aux États-Unis. Et vous avez, par exemple, prenons Monaco. Monaco, c'est un territoire d'exemption fiscale pour tous les individus, pas pour les entreprises qui sont taxées au même taux qu'en France, 33%, mais tous les individus, sauf singulièrement les Français qui s'installent à Monaco, peuvent bénéficier de très larges exemptions fiscales. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une bonne partie de ces zones d'exception, de ces refuges fiscaux, qui ont un statut légal. Et le vrai débat, il est là. Alors, les Paradise Papers expliquent que des centaines de milliards de dollars échappent toujours aux fiscalités des États, manque à gagner estimé à 350 milliards d'euros par an, 120 milliards pour l'Union européenne, par exemple. Pourquoi les États acceptent-ils ce système qui, en fait, soustrait de l'argent à leur propre caisse, Jean? Alors, les États sont en train de moins l'accepter, globalement, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de tocsin qui est sodé au niveau de toutes les organisations nationales. En même temps, si on prend l'exemple des Panama Papers il y a 1 an et demi, on demandait une liste noire des paradis fiscaux, elle n'est toujours pas là. Donc, est-ce que pour une raison très simple, c'est que, quand même, les Panama Papers sont de nature différente que les Paradise Papers. Les Panama Papers, c'était vraiment la combine illégale. Les Paradise Papers, c'est, disons, la zone grise de la légalité, c'est des flux financiers plus ou moins douteux, c'est des sociétés écrans, etc. Mais on n'est pas dans l'illégalité. Et donc aujourd'hui, les États doivent se réveiller parce qu'effectivement, si on prend les chiffres qui circulent sont de manière générale assez difficiles à vérifier, mais on sait que l'évasion fiscale des entreprises en France, c'est 80 milliards d'euros par an à peu près, ce qui correspond en gros au budget de l'éducation nationale. Donc ça veut dire que c'est de l'argent pour la collectivité, pour les enfants, pour l'éducation, pour les hôpitaux, pour la santé, qui disparaît purement et simplement. Donc les États aussi doivent balayer devant leur porte. C'est-à-dire que, on parle de l'Angleterre tout à l'heure, on parle de Monaco avec justesse à l'instant, on pourrait parler d'Andorre, on pourrait parler de Saint-Marin, on pourrait parler du Luxembourg, dont je rappelle quand même que le Premier ministre du Luxembourg est aujourd'hui président de la Commission européenne et a été le fer de lance, le Luxembourg, de la fiscalité de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les grands groupes de high-tech américaines en Europe et dans le monde. Donc là, il y a un moment où il va falloir que quelqu'un dise assez, parce que qu'est-ce qui se prépare derrière tout ça? C'est probablement aussi un soulèvement général contre les mécanismes du capitalisme qui sont devenus proprement insupportables aux yeux de beaucoup de monde. Vous citiez un certain nombre de paradis fiscaux. On va regarder cette carte de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Elle a établi une liste de 45 paradis fiscaux selon des critères précis. Les ONG affirment qu'il en existe en fait près d'une centaine. Frédéric, une centaine, est-ce que ça veut dire que fatalement on va avoir de nouveaux leaks, comme on les appelle, de nouvelles fuites, et que toutes ces histoires de paradis fiscaux vont continuer à faire la une encore pendant de longues années?
Oui, c'est quand même la 5e fuite. J'ai commencé à travailler sur ces fuites en 2012 et je croyais qu'on allait seulement en avoir une. Et les fuites se sont suivies une après l'autre. Une a en fait incité l'autre. Alors, c'est très possible qu'éventuellement, il y ait d'autres fuites encore. Et on se rend compte que les gouvernements agissent habituellement dans une courte fenêtre, une période alentour des fuites, là, parce qu'il y a une indignation de la part des citoyens. Et donc, ça a aidé un peu à certains politiciens à faire avancer le dossier sur les paradis fiscaux. On va regarder la une de Die Zeit cette semaine. Quel pouvoir, l'État ou les super riches, demande l'hebdomadaire allemand. Réponse, Hamdam? L'État ou les super riches? Pour l'instant, d'après ces Paradise Papers, les super riches. Mais c'est vrai on se demandait pourquoi les États ne font rien. Il faut aussi une volonté des hommes politiques derrière. On peut prendre l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un des pays cités par les Paradise Papers. On se dit, on est quand même au cœur de l'Union européenne, un des États fondateurs de l'Union européenne. Et c'est un pays qui, dans sa législation, autorise de manière tout à fait légale les entreprises américaines, par exemple, à ne pas payer leurs impôts ni aux États-Unis ni en Europe. Il y a eu, à un moment donné, la volonté politique de changer ça a été changé, mais après, les lobbies sont revenus et le ministre de l'économie ayant changé, cette législation est revenue en arrière. Donc c'est important aussi qu'au niveau européen, il y ait une volonté qui dépasse le moment juste des révélations. Et Frédéric mentionnait à l'instant les citoyens. Les citoyens, est-ce qu'on les entend vraiment ? Non, pas du tout. Et c'est très frappant qu'on entende très très peu les citoyens dans cette affaire. On entend d'autant moins les citoyens qu'on a quand même, il y a une chose nouvelle, je trouve, dans l'affaire des Paradise Papers, c'est l'absence de sources identifiées, si j'ose dire. Quand on a eu l'affaire de la NSA, on avait une source qui était Snowden, qui était identifiée, qui expliquait ce combat et tout. Là, on a le consortium qui, évidemment, fait un travail remarquable d'analyse et de traitement des documents, mais on ne connaît pas les sources, là où les sources. Et ça, je trouve que c'est aussi un changement très important, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, il doit y avoir des forces à l'action pour des raisons qu'on n'élucide pas forcément, mais dans lesquelles les citoyens devront à un moment trouver une place. On voit quand même de plus en plus d'ONG, on peut citer Oxfam, on peut en citer d'autres, qui travaillent spécifiquement sur ces questions, et je pense que ça va devenir une question majeure dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Ça, Frédéric, on va conclure avec vous, avec cette question qui est presque philosophique, mais vous qui avez les mains dans le cambouis, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, les riches, est-ce qu'on le découvre ou est-ce que c'est un phénomène nouveau, les riches s'autorisent à frauder ? Bien, c'est évidemment quand on voit que ce sont des gens qui ont plus de 50 millions de dollars qui se retrouvent à utiliser ces structures fiscales-là qui sont coûteuses, qu'ils ont les comptables qui leur permettent de faire ça. Et on voit là, que c'est vraiment pour trouver les trous et être dans les zones grises et à la limite de la loi. Donc oui, il y a un système à 2 vitesses qui s'est créé, qui semble s'être amplifié au fil des ans. Et c'est probablement à cause de l'influence que ces gens-là ont sur les gouvernements. On l'a vu, nous, en faisant notre recherche ici au Canada, où des projets de loi avaient été mis de l'avant dès 1999, repoussés, et entre autres bloqués au Sénat canadien à la suite d'influences de grands cabinets comptables et d'avocats. Alors, c'est là que ça se passe. Merci Frédéric. Je rappelle que vous êtes membre du Consortium international de journalistes d'investigation et que vous avez participé à ces Paradise Papers. Excellent dimanche à vous et à très bientôt. On va continuer à parler de journalisme avec cette semaine la remise du prix Reporters sans frontières TV5 Monde pour la liberté de la presse. Le Polonais Tomasz Piatek s'est vu attribuer le prix dans la catégorie journaliste, prix du média à la web télévision turque Mediascope. Enfin, le prix du journaliste citoyen est resté dans les mains du secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Regardez. Le lauréat, c'est Sohail Arabi, qui est un photographe non professionnel iranien. Et Sohail Arabi, c'est une histoire absolument terrible. Il a été arrêté il y a quelques années. Il a été, fin 2013. Fin 2013, exactement. Il a été arrêté parce qu'il publiait ses photos sur des sites. Et il était accusé, ni plus ni moins, de créer des réseaux sur Facebook pour, 1, blasphémer l'islam, 2, s'en prendre à la République iranienne. Et après sa longue saga judiciaire, condamné à la peine capitale, peine finalement annulée. Il y a 2 ans, il est condamné à 7 ans et demi de prison ferme. Depuis fin août, Sohail Arabi mène une grève de la faim. Hamdam, est-ce que son sort est bien connu des Iraniens ? Son sort est bien connu d'une partie des Iraniens qui restent encore très connectés à Internet malgré les difficultés. On sait que lutter contre Internet, son cas est emblématique en fait de la lutte contre Internet de la République islamique qui, même si ces dernières années a essayé d'avoir des gages d'ouverture sur le monde, reste quand même très très dur avec ce qu'on appelle les cyberdissidents. Il y a eu le cas emblématique avant Sohail de Hossein Derakhshan qui était
connu comme le fondateur des blogs en persan, qui a été emprisonné pendant 6 ans avant d'être pardonné par le guide suprême. On peut espérer aussi que pour le cas de Soheil, il pourrait y avoir, grâce au retentissement international, une forme de clémence qui puisse arriver. Selon Reporters sans frontières, le pays est classé 165e sur 180 pays. C'est le classement sur les libertés de la presse. Est-ce que ce cas est emblématique de ce qui se passe en Iran, Slimane? Il est emblématique de ce qui passe aussi dans tout le Proche-Orient et dans certaines autres zones. C'est que jusqu'ici, jusqu'il y a quelques années, le principal délit de presse qu'on avait, c'était attaque idéologique contre le régime, dénonciation de tel ou tel mal du régime, corruption, violence, etc. Parfois l'accusation d'intelligence avec une puissance étrangère. C'était donc des accusations, des délits entre guillemets politiques. Or, de plus en plus au Moyen-Orient, on voit le délit de blasphème qui devient un élément de répression, de condamnation. Et ça, il y a quelques 10 ans, ce type de délit religieux était quasiment inexistant. En tout cas, ce n'était pas le plus important. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, le délit de blasphème est un des premiers facteurs qui expose le journaliste à des sanctions. Alors là, on parle d'un journaliste citoyen, c'est le prix qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'un journaliste citoyen apporte par rapport à un journaliste? Un journaliste citoyen apporte de plus en plus et beaucoup. D'abord parce que la presse, et je crois que c'est très important, est aujourd'hui très contrôlée dans beaucoup de pays du monde, soumis à la censure, soumis à des difficultés économiques majeures qui l'empêchent souvent d'enquêter, etc. Et donc les blogueurs, les journalistes citoyens, partout prennent le relais. Mais ce que dit mon prédécesseur est vraiment très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'offensive, elle est mondiale. Il faut pas du tout. Évidemment, en Iran, c'est plus dur, mais il y a des dizaines de blogueurs à travers le monde. On peut parler du Vietnam, on peut parler de la Mauritanie, on peut parler de la Russie, on peut parler de plein de pays au monde aujourd'hui où on va mettre des gens en prison pour un simple expression sur Facebook. Parce qu'on dit réseau, mais rien que le mot réseau n'est pas juste. Il a créé des groupes sur Facebook, ce qui était autre chose, quelque chose de très banal que vous et moi, on peut faire tous les jours. D'un mot, Hamdam, pour conclure. Oui, là où c'est plus frappant, c'est que justement, la différence d'un journaliste traditionnel en Iran, il a parlé des événements de 2009, le grand soulèvement contre le régime, qui n'est plus du tout évoqué maintenant dans la presse, et c'est une des raisons pour laquelle il peut, lui, en tant que net journaliste, parler d'événements qui ne sont plus présents dans la presse. Et on rappelle ce chiffre depuis le début de l'année, toujours selon Reporters sans frontières, 48 journalistes et 6 journalistes citoyens ont été tués. Il reste encore 1 mois et demi à cette année. De l'Iran, on va maintenant partir chez le grand rival, l'Arabie Saoudite. C'est l'histoire, écoutez bien, d'un jeune prince et de son ascension fulgurante. Nommé prince héritier et vice-premier ministre en juin dernier, à l'âge de 31 ans, Mohammed Ben Salman, pas encore roi, mais déjà l'homme fort du pays et qui assoit son autorité. Regardez. La télévision saoudienne a annoncé que 10 princes et des ministres de haut rang sont écroués à la suite d'une opération anticorruption. Cette purge, sans précédent, est l'œuvre du nouvel homme fort du royaume saoudien, le prince héritier Mohammed Ben Salman, appelé MBS. Tous les ingrédients du succès existent dans notre royaume. Il y a la volonté politique de réussir et il y a la volonté de notre peuple. Le prince a-t-il tout simplement réduit au silence tous ses rivaux, car son projet est de changer l'image et le développement de son pays. Il a récemment annoncé le droit de conduire pour les femmes, une révolution au pays de l'islam ultra-conservateur. Nous allons retourner à nos origines, celles d'un pays à l'islam modéré, ouvert au monde et aux autres religions. Le prince entend réduire la dépendance de son pays au pétrole et lancer de gigantesques projets de développement pour pallier la chute des cours de l'or noir. Depuis 2 ans, il se livre à une confrontation politique et militaire au Yémen avec l'ennemi juré iranien. Mohammed Ben Salman n'a que faire de ses détracteurs, dont une partie est désormais derrière les barreaux. Slimane, on sent que le pays est un peu en ébullition. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment en Arabie Saoudite? Alors, il est en train de se jouer qu'un prince régent de 32 ans qui, de façon notoire, ambitionne de devenir roi et risque de le devenir d'ici l'année prochaine. C'est-à-dire le roi Salman à l'heure actuelle, qui est le roi à l'heure actuelle, pourrait abdiquer normalement de son vivant ou... En tout cas, est-ce un ballon d'essai ou est-ce une déduction cohérente? Tout le monde le dit que c'est imminent, ou en tout cas,
il a tout fait pour déblayer le chemin pour aller vers le trône. Mais plus que ça, il fait un diagnostic que tous les Saoudiens partagent, à savoir que l'Arabie saoudite a mangé son pain blanc et qu'elle ne peut plus continuer de fonctionner comme un peuple qui vivrait à l'hôtel avec 8 millions de travailleurs immigrés, c'est-à-dire un immigré pour 2 Saoudiens. Il y a 1 million de chauffeurs étrangers pour conduire ces dames dans les supermarchés. Lui, il veut que les femmes conduisent, ne serait-ce que pour libérer des emplois. Pour des raisons économiques. Pour les Saoudiens. Bon, son diagnostic est correct. Maintenant, ce qui pose question, ce qui est troublant, ce sont les méthodes qu'il choisit. En principe, quand on agit tactiquement, on ne tape pas à l'aveugle sur toutes les institutions. Or là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par frapper les princes, c'est-à-dire ses cousins germains. Il commence à les écarter avec une méthode totalement inédite. C'est de l'ordre de l'humiliation publique, presque, qui s'est passé la purge du week-end dernier. Oui, parce que dans la tradition de la maison saoud, on fait tout de façon feutrée, dans la discrétion, la concertation. On aide les gens à partir par le haut, avec tous les honneurs, et on aide chacun à sauver la face. Or là, il les traite sans ménagement. Donc, d'abord, ses cousins de la famille princière. Ensuite, il s'attaque au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le socle politico-policier et religieux du régime. Mais il n'y a pas que ça. Il va encore emprisonner des religieux, des télécoranistes extrêmement connus et populaires. Il va s'attaquer à l'armée. La marine, par exemple, le haut commandement des forces navales a été mis sur le côté. Et les hommes d'affaires qui traitent avec les pays extérieurs, et notamment, symptomatiquement, des francophiles et des pro-français. Est-ce que ça veut dire qu'à taper justement aussi fort et partout, il faut qu'ils attendent un retour de manivelle, ou est-ce qu'il n'y a personne en face de lui? Autrement dit, est-ce que cette purge du week-end dernier a permis à faire le ménage et la voie est déblayée? Il n'y a personne en face de lui pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y a pas d'opposition démocratique, ni même parlementaire, pour l'instant, en Arabie Saoudite. Donc, de ce point de vue-là, il n'a rien à craindre, pour l'instant, en tout cas, sur le plan intérieur. Amdam? Oui, et puis je pense qu'il est dans une conjoncture par rapport aux années Obama, où Barack Obama avait un peu diminué le soutien américain aux Saoudiens pour se tourner un peu vers l'Iran. Il sait qu'aujourd'hui, avec Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, il est dans une sorte de conditions favorables. En plus, il est malin. Il sait que quand on lutte contre la corruption ouvertement, qu'on donne des droits aux femmes, c'est pas à ce moment-là que la communauté internationale va se retourner en disant mais quel est ce prince obscur que vous avez emprisonné, alors qu'il y a vraiment des questions légitimes à se poser. Slimane. La question qui se pose, c'est que est-ce que nous avons affaire à un plan académiquement élaboré pour faire un nettoyage complet, déblayer le chemin pour vraiment rénover l'Arabie saoudite d'ici 2030, comme il le dit. Auquel cas, il y a une liste bien précise de dirigeants à mettre à l'écart, et donc un plan B en cas de soulèvement ou d'insurrection contre cette politique. Ça, c'est une première option. Mais il y a la deuxième option, est-ce qu'on a affaire à un dirigeant qui est inexpérimenté, il a 32 ans, il a très peu vécu à l'étranger, qui agit un peu parce qu'ils se sont portés par la jeunesse, par la vigueur, le soutien de son père, et qui risque, en bousculant trop d'intérêts, de susciter une opposition interne. Oui. Non, c'est l'opposition interne dont vous précisiez qu'elle n'existe pas. Oui, d'abord, il y a deux choses. Quel est exactement son positionnement, même sur le plan strictement d'évolution de l'Arabie saoudite? Pour l'instant, on n'en sait absolument rien en réalité. C'est-à-dire, quel est son degré de modernité exact? Tout le monde s'interroge dessus. Alors, c'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai qu'il a un mode de vie quand même très occidental, c'est-à-dire qu'il vit un petit peu comme par exemple le roi du Maroc, il se déplace beaucoup à l'étranger, il réside à l'étranger. Non, il ne réside pas là. Il réside beaucoup aux Maldives aussi. Il passe beaucoup de temps aux Maldives, plus de temps aux Maldives que parfois à Riyad. Non, je veux dire pas en Amérique ou en Europe. Non, pas en Amérique ou en Europe. Ça veut dire qu'il vit aux Maldives et il a un mode de vie qui est un mode de vie plus occidental que le mode de vie traditionnel des familles princières des Saouds. Donc, malgré tout, le personnage est quand même ambigu. Deuxièmement, et pour moi c'est quand même le point fondamental, il y a toute la région, c'est-à-dire tout ce qui se passe aux alentours d'Arabie Saoudite, notamment la question du Yémen, la question de l'Iran, la question du
On va y venir, mais peut-être avant de venir là-dessus, pour rester sur la question interne, traditionnellement, en Arabie Saoudite, les Saouds s'occupent de politique, les oulémas de religion. Peut-être, il y a 2 semaines, on l'entendait dans le sujet, quand il appelait à revenir à un islam plus modéré, plus moderne. Est-ce que c'est là que ça se joue? Est-ce que là, il s'occupe de ce qui ne le regarde pas, c'est-à-dire la religion, en théorie? Non, pas du tout. Il y a un haut comité des religieux qui s'occupe de gérer, de légiférer en matière religieuse. Mais la primauté revient aux politiques. D'ailleurs, la doctrine wahhabite estime que obéir à l'autorité légitime du moment est un des actes de foi. C'est dans la doctrine, c'est très important. Il faut obéir au prince du moment. Maintenant, il a dit on veut revenir à un islam modéré. Mais les wahhabites, disons, classiques et ordinaires, sont convaincus que leur idéologie est une expression modérée de la foi. Donc là, il y a une ambiguïté. Je pense que ce qu'il veut dire quand il dit de parler d'islam modéré, c'est que c'est surtout pour ce qui concerne l'affranchissement du statut de la femme qui est complètement marginalisé. Donc les femmes qui auront le droit de conduire à partir de juin, les femmes qui auront le droit de participer à des rencontres sportives. À côté de ça, il y a aussi des concerts de pop qui sont organisés. Est-ce qu'il est en train d'ouvrir quand même la société saoudienne? Moi, je pense qu'il fait un constat très simple. Comme dans beaucoup de pays de la région, il a une population qui est très jeune, qui a moins de 30 ans. Donc qui est forcément en demande, c'est un pays qui reste connecté, donc c'est des jeunes tout simplement qui demandent une certaine ouverture. Et en secouant en plus le cocotier sur plusieurs domaines, il a besoin que la population le suive, parce qu'à partir du moment où la population ne le suit pas, on n'est pas dans un régime démocratique, donc si soudain il fait face à un soulèvement populaire, il sera en difficulté. Et ensuite, il a des considérations très économiques, et tout simplement permettre aux femmes d'aller par exemple travailler. Il n'y a que 15% des femmes qui travaillent aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'est pas formellement interdit, donc on peut imaginer qu'elles investissent peu à peu d'autres secteurs et que le pays se modernise un petit peu économiquement. Mais après, c'est très très difficile d'estimer jusqu'où il est prêt à aller aujourd'hui. Alors, son ascension fulgurante, on va en venir à la partie plus internationale. Elle se fait dans un contexte de crise ouverte avec le Qatar. Il est à l'origine de la brouille diplomatique avec Doha, accusé de soutenir le terrorisme. Contexte d'enlisement du conflit au Yémen, dont il est le principal artisan. Et puis, il entend, c'est ce qui revient régulièrement, c'est réaffirmer cette prédominance de l'Arabie saoudite au Proche-Orient. À chaque fois, tout ramène vers Téhéran. Est-ce qu'il a une obsession par rapport à l'Iran? Il est obsédé par l'Iran? C'est pas le premier, en tout cas. C'est pas le premier dirigeant saoudien à être obsédé par l'Iran. Là, on entre dans la bataille ancestrale entre les deux hommes forts du Moyen-Orient. Surtout qu'aujourd'hui, l'Égypte a quasiment disparu de la scène régionale. Donc c'est vraiment entre l'Iran et l'Arabie saoudite que ça se joue, sachant que l'Iran a gagné quand même des batailles stratégiques, puisque le régime de Bachar al-Assad, qui est un allié très proche de Téhéran, est toujours là, puisque en Irak, maintenant, l'influence iranienne domine très largement, puisqu'au Yémen, finalement, ça fait 2 ans que l'Arabie saoudite... Donc, pour rappeler rapidement, au Yémen, il y a une rébellion soutenue par Téhéran, plus ou moins, pas vraiment officiellement, mais bon, voilà, soutenue par Téhéran, qui se bat contre le régime proche des Saouds. L'armée saoudienne et même intervient dans ce conflit, et finalement, malgré la supériorité, on pourrait penser numérique, il ne l'emporte pas. Donc, c'est un moment où... on a le sentiment dans toute cette crise qu'il a envie finalement de régler la question, de se dire bon voilà qui des deux va gagner, alors que ça peut avoir des répercussions sans fin. Et à ça on ajoute encore un événement du week-end dernier. Alors on va vous la montrer cette carte parce que tout est tellement complexe, il y a tellement de pays qui sont impliqués. Tout d'un coup arrive sur la scène le week-end dernier le Liban, puisque la semaine dernière Saad Hariri, le Premier ministre libanais, annonce sa démission, ce qui est déjà plutôt surprenant. Annonce sa démission. Alors on va y revenir. Il le fait depuis l'Arabie Saoudite. Un commentaire là-dessus? Il annonce sa démission pratiquement avec un pistolet sur la tempe. Enfin, ce qu'on a l'impression, le type est blanc à la télévision, au milieu de la soirée, sur une chaîne qui appartient à la Maison des Saouds. Et il est évidemment pas à Beyrouth, mais à Riyad. Donc, il est poussé à la démission. Tout le bruit a couru toute la semaine, d'ailleurs, qu'il était détenu. Ce qui, semble-t-il, n'est pas le cas, d'après Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, en tout cas. Mais la question du Liban, comme la question du Yémen, d'ailleurs, sont des questions qui sont extrêmement importantes, parce que c'est là où pas va se dérouler l'affrontement avec l'Iran. Et le Liban, c'est évidemment la question du Hezbollah, où il y a quand même un petit front là qui est en train de se former très nettement avec l'Arabie Saoudite, mais aussi avec Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même
très nouveau, même si ça fait quelques années que les généraux saoudiens discutent avec les dirigeants politiques israéliens et avec les généraux israéliens. C'est la première fois qu'on se retrouve sur un projet qui pourrait être, je dis bien qui pourrait être, un projet militaire commun, c'est-à-dire régler le compte du Hezbollah. Et on sait très bien que si l'Iran et Israël, si l'Arabie Saoudite, pardon, Israël s'attaquent au Hezbollah, évidemment l'Iran et la Syrie, en tout cas, ne resteront pas sans réagir. Donc on peut être à deux doigts du côté du Yémen comme du côté du Sud-Liban d'une déflagration majeure dans la région. On va regarder, parce qu'on était là-dessus, on continuera avec vous, Slimane, cette une du quotidien arabophone libanais Al-Akhbar qui titrait cette semaine sur une photo de Saad Hariri de dos, otage. Est-ce que le Liban est le futur théâtre de cette guerre d'influence entre l'Arabie Saoudite et Téhéran? Et est-ce que ce qui est en train de se passer maintenant peut déstabiliser cette péninsule arabique avec peut-être une autre guerre? Il y a la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, au Proche-Orient. Est-ce que ça peut aller aussi loin? Alors, le Liban a toujours été la caisse de résonance des tensions majeures qui traversent le Moyen-Orient. Pour revenir à Hariri, il y a deux Hariri. Il y a le Hariri libanais, sunnite, président du Conseil des ministres, donc chef du gouvernement libanais. Mais il y a le Hariri citoyen saoudien et grand businessman saoudien. Il a une entreprise de construction qui est énorme, qui employait jusqu'à 35 000 employés, qui a des difficultés financières énormes. Il y a des entreprises qui ne sont sous-traitantes, qui ne sont pas payées, et qui a peut-être laissé apparaître dans sa comptabilité des zones d'ombre qui pourraient, je parle au conditionnel, valoir aux citoyens Hariri, donc accessoirement Premier ministre du Liban, mais en Arabie Saoudite, juridiquement, il est seulement citoyen saoudien. Donc le maître, si des princes n'ont pas été épargnés par la vague d'anticorruption du régime, pourquoi un Libanais, fût-il Premier ministre du Liban, serait-il épargné? Ça, c'est la première hypothèse, qui n'exclut pas la deuxième. La deuxième, c'est que tous les pays arabes sur lesquels le bras de fer irano-saoudien était engagé se sont soldés, temporairement peut-être, par une victoire iranienne en Irak, en Syrie, au Yémen. Au Yémen, c'est tangent, mais néanmoins, les Saoudiens piétinent. Cette guerre leur coûte $1 milliard par année. Reste le Liban, où l'Arabie Saoudite n'a pas encore lâché le morceau et où elle est aussi influente via la communauté sunnite et une partie des chrétiens que ne l'est l'Iran via le Hezbollah et une partie des chrétiens. Alors, on va essayer de résumer tout ça, on arrive au terme. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui en Arabie Saoudite une modernisation autocratique qui est en route, Hamdan? Est-ce que le terme peut vous convenir? C'est un terme risqué, c'est surtout là où... la modernisation, c'est l'élément de façade, parce que si derrière cela entraîne... une guerre dans toute la région, c'est quand même un prix à payer un petit peu cher pour que les femmes aient le droit de conduire. D'un mot d'un mot, on pourrait demander, par exemple, s'il libérait Al-Badawi, qui est à peu près dans la même situation que Sohail Arabi, qui est en prison depuis 2012, je crois, qui est un blogueur également. Déjà, ça serait un petit signe. S'il y avait un tout petit peu moins d'exécutions en Arabie Saoudite, le 2 octobre de cette année, il y a eu la 100e exécution capitale en Arabie Saoudite. Donc, on va finir l'année environ à 120, 130 exécutions. Mais il y a une problématique des droits humains qui est vraiment importante. S'il y avait quelques petits signes de ce côté-là, on pourrait commencer à en discuter. Pour l'instant, je pense qu'il faut rester prudent. D'un mot pour conclure, Slimane, on avance. Alors, quelque chose qui correspond, qui est dans la droite ligne de la culture politique saoudienne, c'est que toutes les réformes qui ont été entreprises dans le royaume, notamment la création des écoles de filles en 62, l'introduction de la télé en 65, l'ont été faites par le haut et par la force. Donc on est dans la continuité de la logique, parce que la société saoudienne est plus conservatrice que ses dirigeants. Merci Slimane. On continue. On en vient maintenant à un débat qui déclenche les passions en France. Il s'agit de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive vise à combattre les stéréotypes sexistes, mais cette nouvelle approche de l'orthographe, de la sacro-sainte orthographe, ne manque pas de heurter les nombreux défenseurs d'une langue plus traditionnelle. Romain, dit Linguisticae, du nom de sa page YouTube fréquentée régulièrement par 130 000 internautes, s'est attaqué aux idées reçues sur ce débat. C'est un débat franco-français. J'ai envie de dire oui! Mais c'est plus compliqué que ça. Des écritures inclusives, on en trouve partout et de toutes sortes. En portugais, on utilise parfois un X plutôt qu'un A ou un O, le premier caractérisant le féminin et le second le masculin.
En allemand aussi, on croise des I majuscules, et c'est une écriture relativement acceptée, et ce depuis un moment déjà. Pour autant, en France, ce genre de débat anime les foules, et il prend une dimension idéologique particulière. Bon, ce n'est pas du tout spécifique à l'écriture inclusive, je tiens quand même à le noter, puisque c'est pour tout ce qui touche à la langue de manière générale. Sur l'écriture inclusive, quel qu'il soit, est avant tout motivé par autre chose que des considérations langagières. Les débats autour de l'écriture inclusive sont essentiellement idéologiques, et la langue est le terrain de ce combat politique. Souvent, la linguistique y est instrumentalisée, par les uns comme par les autres. Alors, d'après le Linguisticae, il y a une instrumentalisation politique de la langue à des fins politiques. Vous êtes d'accord avec ça ? Instrumentalisation politique, je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu exagéré de raisonner comme ça. Hein. Reste que c'est un débat qui ne se fait pas sereinement en France, qui déclenche des passions. Comment vous l'expliquez? Dès qu'on touche à l'orthographe, en général, en France, ça oui, des en France, on a vu la réaction de l'Académie française qui est tout de suite partie sur ses grands chevaux. Bon, elle n'a pas la réputation d'être d'une grande modernité, vu la difficulté qu'elle a pour intégrer le mot week-end, mais... En France, oui, c'est la langue française, c'est quelque chose, c'est une institution, c'est un pilier de la culture, c'est cette langue si particulière, justement si compliquée, avec les accords compliqués, avec l'orthographe compliquée. Et c'est comme les débats qu'il y a eu sur l'orthographe simplifiée, ça déclenche tout de suite. Mais en gros, c'est quoi l'histoire? C'est qu'on a tous tellement sué à apprendre l'orthographe qu'aujourd'hui, peut-être, il y a une réticence à la modifier. Pas seulement, je crois, parce que d'abord, la praticabilité de cette réforme, admettons. Si on commence à écrire seulement sous ce style-là, qu'en est-il? Et si en même temps on continue à lire Victor Hugo et on continue à lire nos grands classiques et toute la documentation produite, toute la littérature, y compris la presse produite jusqu'il y a quelques années, on va évoluer sur... Qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire toute la littérature classique? Non, mais on écrit sur ce modèle-là. On lit toujours. Évidemment, on ne parle pas de littérature. Oui, non. Il y a des choses en vieux français qu'on lit toujours. Hein. Oui. Bien sûr. Je pense qu'en plus, la plupart, en français, il s'agit d'ajouter des lettres, pas des sons. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on parle, est-ce qu'on va parler, dire à chaque fois, on a invité les amis et les amis ES ou pas? Alors, réponse, moi, je dirais deux choses. D'abord, il faut laisser la littérature là où elle est. Il faut parler de la langue comme usage, c'est-à-dire de l'usage de la langue. Et de ce point de vue-là, la langue, c'est un corps vivant. Ça a toujours évolué. Il y a des mots qui sont rentrés. Le Larousse a sorti la semaine dernière, c'est passé un peu inaperçu, le Larousse des mots disparus. C'est-à-dire qu'ils ont fait un dictionnaire avec tous les mots qu'ils avaient supprimés depuis quelques années du dictionnaire. Donc, ça évolue, ça rentre et tout. Et qui ont été remplacés par d'autres. Et qui ont été remplacés par d'autres, absolument. Vous avez une linguiste française formidable qui s'appelle Henriette Walter, qui a travaillé sur, par exemple, l'apport des mots arabes dans la langue française, qui a travaillé sur les noms d'oiseaux. Les noms d'oiseaux qui, comme vous savez, peuvent être des gros mots, mais qui ont aussi des histoires. Et les noms d'oiseaux, ils ont suivi, d'une certaine manière, le trajet des migrations des oiseaux à travers le monde. Donc je crois qu'il faut être là assez... Et là, on est dans la graphie, non? On n'est pas dans les mots. Alors justement, on va vous parler de la graphie. On va essayer d'être concret pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et on va continuer la discussion. Regardez cette une du quotidien français Libération, lundi, juste une mise au point. Alors le point qui fait débat, c'est ce point que vous voyez sur l'image, on l'appelle le point médian. Il est inséré dans la terminaison d'un mot pour y rajouter le féminin. Il est accusé d'être illisible. C'est en fait la pomme de discorde. Mais la pomme de discorde, si je peux me permettre, elle vient d'abord d'un manuel scolaire. Et c'est parce que moi, je trouve que la passion française, c'est moins la langue que l'école, en fait. Et que le fait que toute la polémique soit déclenchée par Ratier, qui sort un livre dans lequel il va écrire effectivement de l'écriture inclusive, ami ES, citoyen NES, citoyenne, etc. Ça fait polémique. Donc on est plus sur un débat sur l'éducation, finalement, sur comment on doit transmettre la langue, qu'un débat sur la langue, la littérature et tout. Vous êtes d'accord avec ça, madame? Oui, on est aussi... Parce que dans le fond, tout l'objectif, c'est de féminiser la langue, donc de donner une autre place aux femmes. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que c'est une écriture, c'est un débat qui est de ce temps, puisque les femmes en ce moment revendiquent plus de place sur la scène publique en ce moment depuis longtemps, mais bon, en ce moment on les entend plus. C'est évident que on apprend dès l'enfance que le masculin l'emporte. On apprend qu'un groupe de 6 amis, si un garçon entre, ça devient les amis IS au lieu de les amis IES. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, structure la pensée dès le plus jeune âge. Et en effet, c'est une question d'éducation. Mais je pense que c'est légitime aujourd'hui, au moins, de se poser la question, d'avoir cette discussion pour savoir si... Est-ce que ça ne changerait pas un petit peu la société que les filles ne disparaissent pas systématiquement de toute la langue? Alors c'est la question de fond en fait. Si on change l'orthographe, est-ce que ça veut dire que la place des femmes est mieux valorisée?
Slimane. Rien n'est moins sûr. Parce qu'on n'a jamais fait évoluer une société par un décret sur le papier ou en changeant des signes de la graphée. Par exemple, je signale que ce type d'écriture existe déjà en arabe. Je n'ai pas l'impression que le statut ou le sort de la femme dans les pays arabes ait pu s'améliorer spectaculairement depuis qu'on utilise ce type d'écriture. Non, bah, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est vraiment... Ça vient pas d'en haut, c'est un débat qui émerge parce que la parole des femmes émerge beaucoup plus, parce qu'elles sont présentes beaucoup plus, que ce soit dans les plateaux télé, que ce soit dans les institutions, que ce soit au niveau, on avait une femme ministre de l'Éducation jusqu'à il y a peu de temps. Donc évidemment, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça passe par tout un tas de petites choses. Il y a des gens qui disent aussi, oui, mais pourquoi les femmes sont obsédées par cette histoire d'écriture inclusive? Il y a l'inégalité salariale, il y a les violences conjugales, etc. Oui, bien sûr, il y a tout ça aussi, mais c'est tout un faisceau. C'est tout un faisceau. Et on le voit en ce moment avec la libération de la parole des femmes. C'est vraiment un truc qui est très, très ancré dans la société, toute la société, les sociétés modernes comme les sociétés archaïques, où dans les sociétés modernes, on a quand même eu tout le monde qui découvre que les femmes sont harcelées. Donc, il y a quand même quelque chose qui se joue, qui, à mon avis, fait partie de tout ce débat. Aujourd'hui, on veut aussi changer l'écriture. C'est une question du débat. Alors, Sylvain, je vous laisse répondre, et puis après, on s'intéressera au cas pratique, puisqu'à Amnesty, vous vous y mettez à l'écriture inclusive. Je reviens encore sur le fait de changer des signes dans un langage, ou même dans la grammaire, n'est pas en soi, c'est peut-être quelque chose de souhaitable du point de vue de la logique, de la simple rationalité des rapports sociaux, mais ce n'est pas un garant de mise à niveau des deux sexes. Par exemple, en arabe, pour dire tu, il y a un tu pour la femme et un tu pour l'homme, pour le masculin et le féminin. De même que le vous. Par exemple, le vous, en anglais ou en français, il est neutre. En arabe, il y a un vous pour le masculin et un vous pour le féminin. Et est-ce que ça a donné spectaculairement une mise à niveau particulière? Peut-être votre avis là-dessus, après on s'intéressera au cas. Oui, je crois qu'il y a deux choses. Encore une fois, l'usage, c'est-à-dire que moi je pense que les émoticônes aujourd'hui sont en train de changer beaucoup plus l'usage de la langue qu'en réalité la question de l'écriture inclusive. Et deux, l'idée de pouvoir quand même mettre les choses sur la table. Moi j'appartiens à Amnesty International, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, qui a décidé de devenir une organisation de défense des droits humains. Et donc nous avons changé le langage et nous travaillons en ce moment sur une charte de l'écriture inclusive qui nous permet de poser tous les problèmes que pose l'écriture inclusive. Alors c'est quoi ces problèmes pour les problèmes que pose l'écriture inclusive, c'est d'abord le mode d'écriture et aussi le mode de traduction, parce qu'effectivement, Amnesty dispose de 4 langues officielles, le français, l'anglais, l'arabe et l'espagnol. Et donc la question du genre, et vous avez tout à fait raison de le signaler, Slimane, la question du genre est très différente en français, en arabe, en espagnol et en anglais. Et donc ça nous oblige à repenser comment on va traduire, comment on va communiquer, comment on va s'exprimer, mais je pense que le fait même que le problème soit sur la table, c'est plutôt une bonne nouvelle en général. Vous allez l'employer ou pas? Pardon? Le point médian, est-ce que vous allez le point médian, nous l'employons déjà. Nous l'employons déjà dans l'ensemble de la communication officielle. Et pour ceux qui nous regardent, la petite astuce, pour ceux qui souhaiteraient se mettre au point médian, si vous êtes sur PC, c'est Alt plus 0183. Si vous êtes sur Mac, c'est Alt plus majuscule F. Je vais noter que cette écriture inclusive sera intégrée dans le prochain logiciel de traitement de texte de Word. Voilà pour les marques. On passe à autre chose. On va continuer à s'intéresser aux femmes. Est-ce que finalement, la meilleure façon de faire progresser la cause féminine, c'est pas de mettre des femmes à des postes à responsabilité, comme maire d'une grande ville, par exemple? C'est le cas de Valérie Plante. La voici, anthropologue, 43 ans, et désormais mairesse de Montréal. Bonsoir tout le monde! Il fallait que je saute un peu sur la scène parce que il y a 4 ans, quand j'ai été élue conseillère de Sainte-Marie, je me suis dit, c'est probablement la seule fois dans ma vie que je vais avoir mon moment rockstar. Alors, je suis arrivée sur la scène puis je sautais. 30 ans plus tard, et c'est avec beaucoup d'honneur
C'est un grand privilège pour moi de pouvoir dire que je suis devant vous comme la première mairesse de Montréal. Bon, voilà, c'est le moment de joie pure de l'émission. Votre commentaire, Amdam, en regardant ces images? C'est bien qu'après 375 ans, une femme soit maire de Montréal, même si je pense que dans son cas, ce qui est plus impressionnant, c'est qu'il y a quelques mois, personne ne savait qui elle était, et qui est la preuve d'une sorte de tendance mondiale, qui est que maintenant, l'inexpérience est presque une qualité plutôt qu'un défaut, que ce soit en France ou ailleurs. C'est pas la même inexpérience, mais en tout cas, le fait d'être relativement inconnu, c'est aussi un atout. Alors, inexpérience, c'est pas tout à fait... Oui, c'est pas tout à fait exact, une expérience, parce qu'elle soit inconnue, oui, mais Valérie Plante est une militante d'un mouvement qui s'appelle Projet Montréal et qui travaille depuis 4 ans maintenant sur la question des gros problèmes qu'a Montréal, en réalité, que ce soit les problèmes d'aménagement, d'éducation, des problèmes linguistiques, etc. Et donc, ce qu'il y a de fascinant, c'est de voir que des gens du terrain, comme ça, peuvent monter très vite et prendre les mairies des grandes villes. On l'a vu à Barcelone exactement de la même façon, on l'a vu à Madrid, on l'a même vu d'une autre manière à Rome. Donc arrive une nouvelle génération, en l'occurrence c'est des femmes, mais ça pourrait être aussi bien des hommes malgré tout. Hein. Je ne pense pas que ça soit un facteur discriminant. C'est les citoyens qui arrivent aussi au pouvoir très rapidement, favorisés par ce qu'on pourrait appeler le dégagisme mondial en ce moment. Et ça va dans ce sens. Regardez cette une, c'était lundi, l'anglophone Montréal Gazette qui titre « Madame la mairesse, Plante bouscule l'élection ». Les Montréalais ont choisi de miser sur un changement de génération, de style politique. Son prédécesseur, c'était Denis Coderre. Est-ce qu'il y a, pour continuer la discussion, une espèce d'effet Trudeau, une espèce d'effet Macron? Est-ce que ça pourrait expliquer son arrivée on ne l'attendait pas? Je pense qu'il n'y a pas qu'un simple effet canadien. Il y a un fait aussi dans les sociétés démocratiques, libérales, postmodernes. Il y a aussi cette féminisation, cette représentation, l'incarnation par des figures féminines de fonctions qui étaient depuis des milliers d'années incarnées seulement par des hommes. Et donc, indépendamment des qualités intrinsèques de la nouvelle mairesse de Montréal, je pense que le simple fait qu'elle soit une femme qui incarne une telle fonction est déjà en soi rafraîchissant sur le plan juste de la simple perception, mais aussi révolutionnaire dans le changement de la culture politique, du rapport au pouvoir, à la politique, à la ville. D'un mot, c'est le plafond de verre qui a sauté à Montréal. Oui, à Montréal. D'ailleurs, au début d'émission, on se posait la question des conséquences de toutes les révélations type Paradise Papers. C'est aussi ce changement politique qui finalement a lieu un peu partout. Et on rappellera que pour la première fois de son histoire, Montréal compte aussi plus de femmes que d'hommes parmi ses élus. Ça n'est pas que à la tête de la ville. On va terminer comme toujours avec Dilem. Dilem, vous allez voir, qui a retenu un peu les mêmes thèmes que nous pour cette semaine. Il revient sur les Paradise Papers. Tout ce qu'on fait est légal, dit cet avocat des îles Caïmans. Et moi, je suis la reine d'Angleterre, lui répond, eh bien, Elisabeth II, justement, éclaboussée par le scandale. 2 dessins maintenant sur l'Arabie Saoudite, sur la purge au sommet de l'État d'abord, sous couvert d'opérations anticorruption, avec ce dignitaire à qui on a coupé la main, ma Rolex, se désole-t-il. Et puis, la démission, on en parlait aussi, depuis l'Arabie Saoudite, du Premier ministre libanais. Je dénonce la mainmise de l'Iran, dit Saad Hariri, ici en marionnette manipulée par le roi Salman. Il y a 1 an, rappelez-vous, Donald Trump était élu à la tête des États-Unis. J'ai passé mon temps à jouer à la baballe étant la terre, autrement dit la géopolitique. Donald Trump en tournée en Asie cette semaine. Et enfin, en Espagne, la crise catalane continue. Des voix s'élèvent pour dénoncer la stratégie de l'ancien président catalan Carles Puigdemont, réfugié en Belgique. Non aux directives de Bruxelles, crient ces manifestants. Merci Dilem, merci à vous 3 et merci à vous qui nous regardez fidèlement tous les dimanches depuis les 4 coins de la planète. Vous pouvez revoir cette émission sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Twitter ou sur Facebook, nous faire part de vos commentaires, de vos questions. On y répondra avec grand plaisir et on vous dit bien sûr à dimanche prochain.